Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être restés dans cette session. Je suis René Malberti, je vais l'animer puisque vous savez que nous allons avoir une session qui se prolonge toute la journée par 3 tables rondes successives et que nous sommes là dans la toute première table ronde. Le thème, c'est évidemment qualité et sécurité des soins. Et dans cette première session, j'aurai un co-animateur, mais qui a un rôle particulier et que vous retrouverez toute la journée aussi, qui est Philippe Cabarrot, qui peut peut-être nous faire un signe de loin. Vous le voyez sur ma droite. Il va tweeter, car c'est la première fois que la HAS se tourne vers les nouvelles technologies de pointe et essaye de porter le message au-delà de cet amphithéâtre. Et donc, toute la journée, Philippe et l'équipe qui est avec lui va nous abreuver en questions, mais du coup va aussi vous demander peut-être de nourrir le tweet. Et vous allez, derrière moi, à partir de vos PDA, la possibilité de tweeter également et donc de poser des questions en direct. Bien sûr, d'autres à l'extérieur de cette assemblée pourront le faire, et c'est là l'objet d'ailleurs du tweet. Donc, merci d'être avec nous toute la journée. On a, dans cette journée sur la sécurité des soins, l'immense privilège d'avoir une introduction qui nous vient évidemment d'un grand contributeur de l'État à la sécurité des soins, la DGOS, et Yannick Le Guen, qui est avec nous, qui est sous-directeur du pilotage de la performance des acteurs de l'offre des soins. Et on va donc commencer la journée avec lui, en lui donnant la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de tracer à grands traits quels ont été un peu les leviers utilisés dans l'organisation interne des établissements de santé, mais plus largement vis-à-vis des patients, de manière à effectivement contribuer à l'amélioration de la sécurité des soins du patient. Alors, je ne reviendrai pas sur le contexte. Enfin, je ne reviendrai pas longuement sur le contexte de cette impérieuse nécessité. Vous savez que la qualité et la sécurité des soins, c'est la première attente, et fort légitimement, des usagers vis-à-vis du système de soins, indépendamment du coût. La nécessité aussi vis-à-vis des professionnels d'avoir une démarche qui permette d'adapter nos leviers à chacune des situations. On a essayé de passer également d'une logique un peu classique de l'État, d'une logique formelle, à plutôt à une logique de résultat, de manière à effectivement motiver l'ensemble des communautés sur l'essentiel. Et donc on a essayé de voir comment on a pu effectivement aller plus loin ces dernières années, en particulier au sein des établissements de santé. Donc, en premier lieu, nous avons essayé effectivement de responsabiliser l'ensemble des acteurs en clarifiant leurs responsabilités, à la fois au niveau du conseil d'administration et bien évidemment du directeur d'établissement, mais plus particulièrement au niveau de la communauté médicale et de la communauté soignante au sens large, et étant entendu qu'on a essayé en premier lieu de remettre la qualité et la sécurité des soins au premier rang des compétences et des attributions de cette commission médicale ou de cette conférence médicale d'établissement. Bien évidemment, nous avons également décliné ces orientations vis-à-vis de la prise en charge de la manière la plus directe avec les chefs de pôle, en essayant de mettre en place une logique de contractualisation, effectivement, sur la base de ces indicateurs de qualité et sécurité. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de décloisonner les acteurs et les fonctions, de manière à assurer une prise en charge globale, efficace, efficiente, sur l'ensemble du champ et du parcours de soins du patient. Et aussi, il faut bien le dire, permettre aux établissements de faire le meilleur usage de leur autonomie de gestion et de leurs ressources à cette fin. On a donné, enfin je le pense, les moyens aux établissements de s'adapter chacun aux spécificités de leur environnement et de leurs activités. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme levier? Le levier normatif classique, celui de la loi, et en particulier lorsque vous relisez le Code de la santé publique, vous apercevez que la qualité des soins et la gestion des risques sont maintenant une mission essentielle des établissements de santé. Donc ça, c'est une innovation, en particulier sur la gestion des risques.
Et fort de ce levier normatif législatif, on a évidemment décliné avec nos leviers classiques réglementaires, à la fois sur le président de la communauté médicale d'établissement, qui s'est vu confier des pouvoirs accrus sur le domaine de la qualité et de la sécurité des soins, bien évidemment en lien avec la conférence ou la commission médicale d'établissement. Et j'insiste sur ce point, dans une stricte neutralité vis-à-vis du statut juridique de l'opérateur. C'est-à-dire que c'est la première fois que nous avions sur les missions l'identité de mission, quel que soit le statut public ou privé de l'établissement de santé. Donc, à ce titre, la CME ou la conférence médicale d'établissement sont au cœur des missions de qualité et de sécurité des soins, ce qui paraît effectivement légitime. Alors j'ai entendu que certains regrettaient les anciennes attributions liées en particulier à l'examen des nominations, etc. Ça peut toujours se faire, mais l'essentiel, c'est que les CME s'investissent d'abord de la première de ces missions relatives à la qualité et la sécurité des soins. Bien évidemment, le lien doit être fait également au sein des établissements avec les usagers. C'est le rôle de l'intégration des rapports de la CRUC-PC vis-à-vis de cette CME. Comme outil réglementaire, nous avons également essayé de capitaliser toutes les expériences acquises de manière à associer, si j'ose dire, les domaines administratifs et soignants de manière transversale. Et à la fin, bien évidemment, nous espérons responsabiliser l'ensemble des acteurs en leur demandant de mettre en place des plans d'action qui vont être suivis et qui seront intégrés d'ailleurs dans le cadre de la certification en lien avec l'HAS. Cohérence de l'ensemble des actions, transversalité et décloisonnement. C'est en particulier le cas du coordonnateur de la gestion des risques. Le constat qui avait été partagé, c'est qu'en particulier les vigilances, tout ce qui était risque associé aux soins était extrêmement cloisonné, parce qu'il y avait différents responsables sur différents types de risques, etc. Donc on a mis en place une coordination globale et générale des risques associés aux soins, de manière à permettre effectivement d'avoir une vision globale large et transversale de cette qualité et sécurité des soins. Et par ailleurs, un des premiers exemples on va dire, du nouveau type de normes ou de référentiel qu'on essaie de mettre en place, le fait de mettre le circuit du médicament en tant que tel sous un registre d'assurance qualité, de manière à responsabiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit le prescripteur, l'infirmière qui administre et pas uniquement le pharmacien, est également un levier pour enlever un des plus gros risques sur les événements indésirables graves. J'ai essayé de faire une présentation un peu synthétique de l'ensemble des leviers qui sont maintenant disponibles et de la cohérence de l'ensemble, de manière à ce que vous voyez le rôle des différentes institutions et des différents textes, pour voir ce qui a changé effectivement au sein de la gouvernance interne, qualité et sécurité des soins des établissements. L'essentiel, c'est le message est simple. Nous avons besoin d'une vision transversale et décloisonnée sur la gestion de risque et la qualité et la sécurité des soins. Donc, nous permettons aux établissements d'assouplir leur organisation de manière à permettre cette vision transversale sans mettre en place des rigidités pour tel ou tel type de pathologie ou tel type de risque particulier. Bien évidemment, il faudra continuer à les suivre, mais tout ceci doit être intégré dans un plan global de qualité et de sécurité des soins, un programme d'action. Alors, l'autre levier, et on en parlera, je pense, également tout au long de cette journée, l'autre levier, là on a agi sur le levier des professionnels de santé, des institutions. L'autre levier, c'est bien évidemment rendre le patient plus à même d'avoir une vision et d'agir sur sa prise en charge. Et alors comment améliorer ce levier? Bien évidemment, c'est lui donner les moyens de mieux se repérer dans le système de soins. Et nous avons utilisé en particulier le levier un peu normatif, à savoir le fait de demander à chaque établissement
de rendre opposable un certain nombre d'indicateurs, bien évidemment, d'indicateurs d'ailleurs coproduits avec l'HAS. Mais le sujet, c'est outre la mobilisation de la communauté soignante, qui va n'avoir de cesse, si j'ose dire, d'améliorer ses résultats. Le sujet, c'est aussi permettre aux patients d'être un vrai acteur en lien avec les autres leviers d'éducation thérapeutique, mais de pouvoir mieux s'orienter et de pouvoir mieux dialoguer et d'avoir plus d'informations sur sa prise en charge. C'est un nouveau levier, je pense, très innovant de l'action publique qui se développera. Vous avez vu que dans le PLFSS en cours, il y a une proposition de disposition législative en ce sens, où l'HAS aura une responsabilité particulière. Nous disposons aujourd'hui, grâce aux efforts accomplis par la communauté soignante depuis une dizaine d'années, d'un ensemble d'indicateurs tout à fait... par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE comparables, nous sommes les seuls, je pense, à disposer de l'intégralité de ces indicateurs pour l'ensemble des établissements. Donc nous disposons d'un ensemble d'informations pertinentes qui, sans doute, à ce jour, n'est pas encore suffisamment valorisé, structuré, de manière à permettre cette meilleure intégration du patient au sein de sa prise en charge. Donc, les prérequis sont là, les systèmes d'information sont calés, maintenant il va falloir que nous puissions diffuser et valoriser, et j'ai bien compris que l'HAS souhaitait effectivement s'investir pleinement dans cette disposition. Donc la transparence sur les résultats, c'est vraiment un nouveau levier pour l'action publique. Nous avons vu avec les infections nosocomiales que ça avait eu un effet extrêmement positif et mesurable. Donc effectivement, il faut continuer dans ce sens, étant entendu qu'il ne s'agit pas non plus, et là je dis ça pour rassurer un peu, on ne va pas laisser non plus se sédimenter 10, 20, 30, 40, 50, 70 indicateurs. Il faudra effectivement faire des priorités et avoir une gestion, si j'ose dire, dynamique de l'ensemble de ces indicateurs. Donc cette demande de transparence permettra aux patients, effectivement, de mieux s'orienter dans notre système de soins sur ces sujets. Pour être tout à fait complet, il est clair que, indépendamment des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, qui sont maintenant bien au point, nous avons encore beaucoup à progresser sur les indicateurs liés eux-mêmes au parcours de soins. Et à cet égard, conjointement avec l'HAS, nous avons demandé à des équipes de recherche de travailler sur ces indicateurs de parcours de soins de manière à pouvoir à la fois faciliter la vision de la communauté soignante, mais également faciliter le repérage pour les patients au sein d'une offre qui est quand même, vue d'usager, encore très morcelée et très difficile à lire. Tout à l'heure, on abordait le sujet des maladies rares. C'est pas du tout évident pour un patient, et vous le comprenez bien, de s'orienter alors qu'il y a 130 centres de référence sur les maladies rares, de s'orienter dans cette offre. Alors, bien évidemment, transparence, donc des outils de diffusion publique, un dispositif de généralisation avec l'HAS, qui donc, si la disposition législative à laquelle je faisais référence est votée, prendra évidemment une toute autre ampleur. Et bien évidemment, il nous revient également de fixer des priorités. On ne peut pas tout faire en même temps, de manière très claire. Et ça, il va falloir que nous passions de cette logique un peu formelle où tout potentiellement peut être un risque, oui, c'est vrai. En particulier, je pense aux médicaments ou aux produits de santé qui potentiellement, effectivement, sont tous sujets à risque. Mais néanmoins, à l'intérieur de tous ces risques, il va falloir que nous apprenions à gérer le fait de prioriser. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de nouveau. Et à l'instar de l'action de l'État, qui passe de cette logique un peu formelle à cette logique de résultat, ça va prendre du temps, il va falloir y aller prudemment, effectivement, puis nous sommes dans un système complexe qui touche à la vie et à la mort, donc il ne s'agit pas non plus d'avoir des ruptures trop brutales et trop rapides, mais en tout état de cause, vous voyez bien que nous avons besoin d'orienter plus fortement vers des risques qui, compte tenu des évaluations existantes, nous paraissent ceux qui doivent être traités en priorité.
Donc sur les médicaments, sur les risques périopératoires, sur les infections nosocomiales, et à l'intérieur des médicaments, il faudra par exemple que nous puissions cibler quelles classes de médicaments doivent être vues en priorité, à la fois, si j'ose dire, en intra-hospitalier, mais surtout dans le lien ville-hôpital, de manière à éviter la iatrogénie. Alors, informer, communiquer, sensibiliser, donc cette journée est un des exemples de l'information, la communication, la sensibilisation. Nous avons également la journée mondiale main propre, la journée européenne antibiotiques. La semaine prochaine, il y aura la semaine nationale de sécurité des patients, qui est une initiative conjointe ministère de la Santé et HAS, où nous allons effectivement essayer de déconcentrer, de décentraliser pour mettre au sein de chacun des territoires ces thématiques. Et bien évidemment, nous appuyons toutes les initiatives sur les journées régionales, les rencontres, les professionnels et les usagers. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. C'est de donner du sens, des perspectives, y compris sur des domaines qui ne paraissent pas toujours aussi évidents. Nous pilotons actuellement un programme qui s'appelle Hôpital numérique. Et dans Hôpital numérique, bien évidemment, une des priorités, la priorité essentielle, c'est tous les systèmes d'information liés aux soins. L'État n'avait jamais affiché cette priorité-là de manière assez paradoxale. Et à l'intérieur de ces systèmes d'information liés aux soins, vous avez tous remarqué que chacun d'entre vous, il n'y avait pas de problème pour être payé. Effectivement, chaque mois, il y a des systèmes d'information qui fonctionnent bien. Je pense qu'en tant qu'usager, si j'ose dire, des systèmes d'information liés aux soins, par contre, vous voyez bien la marge qui existe encore aujourd'hui pour vous rendre le service attendu et qui serait légitime d'attendre. Donc il faut que nous sachions effectivement donner des priorités, y compris sur les systèmes d'information. Parce que dès lors qu'on parle de parcours de soins, bien évidemment, la fluidité de la circulation de l'information est essentielle. Et à ce stade, je ne peux que regretter de constater l'écart entre ce qui est techniquement possible, parce que c'est même plus un problème technologique. Chacun voit quand il prend son téléphone quelles sont les possibilités effectivement offertes aujourd'hui et la réalité de l'usage dans notre secteur pour prendre en charge le patient. Donc, c'est une priorité très forte, effectivement, que nous allons mettre en place dans l'hôpital numérique. Et notre sujet, c'est de donner du sens et de prioriser de manière à vous donner une visibilité et ce que vous ne dispersiez pas vos efforts sur l'ensemble du champ des possibles. Je vous remercie. Merci. Merci Yannick Le Guen pour cette contribution. On aura compris qu'il y a un dispositif réglementaire, mais il y a une logique aussi de transparence et d'accompagnement pour effectuer ce parcours complémentaire mais fort sur la sécurité du patient. On va prendre peut-être une question chaude d'explication, parce que Yannick Le Guen va rester avec nous et donc pourra évidemment participer à la suite du débat, mais s'il y a une réaction immédiate, on peut la prendre tout de suite. J'ai le spot dans les yeux, donc j'ai du mal à voir des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a une question immédiate qui vienne derrière cette présentation introductive de la journée? S'il n'y en a pas, je pense qu'on va immédiatement continuer. Vous réservez vos questions, vous continuez à les poser et directement et par l'intermédiaire du tweet. Et peut-être que tout à l'heure, certainement on pourra revenir vers Yannick Le Guen sur des compléments d'information. Je passe la parole tout de suite à Philippe Cabarrot, qui co-anime avec moi et qui va vous présenter à la fois les intervenants et l'introduction proprement dite de cette session sur la checklist. Bien, merci René. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont dans la salle. Bonjour à tous qui nous regardent en live, puisque cette session est aussi transmise en live. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent avec Twitter. Twitter, donc, c'est en direct, c'est maintenant. Ceux qui sont éventuellement rêvant un peu dans leur blog en train de suivre avec Twitter, bon, ça c'est peut-être de la science-fiction. Mais surtout Twitter en différé, parce qu'on éditera un script de cette séquence et c'est finalement facile de suivre ce qui s'est passé dans une session thématique en lisant les 30 lignes d'un script de tweet et en cliquant ce qui vous intéresse et vous tomberez sur le diaporama, vous tomberez sur des films, vous tomberez sur des vidéos. Donc, venez le chercher parce que Twitter, on pense toujours c'est du direct, mais moi qui était un congrès américain comme ça par Twitter l'an dernier, c'est surtout du différé, c'est très très intéressant. Enfin, ça peut être très intéressant.
Donc, on démarre cette session, je ne sais pas comment faire pour avancer, voilà, on démarre la session thématique consacrée à la sécurité du patient au bloc opératoire, comment faire mieux? Alors, un sujet tellement vaste que nous avons choisi de le diaphragmer un petit peu, vous le comprendrez. Les leviers sont là. Monsieur Le Guen nous les a décrits. Maintenant, il faut actionner des leviers. Pour actionner des leviers, il faut des hommes, il faut des femmes. Comme je suis porté par un optimisme matutinal, je dirais que j'ai foi dans l'éthique des professionnels de santé, médecins, infirmiers, qui travaillent notamment dans les blocs, puisque c'est l'objet de cette session thématisée. Donc, je n'ai pas de doute que ces leviers seront utilisés. Donc, utilisés au travers de programmes. Donc, je fais quelques dias très courtes introductives pour lancer la première séquence de diaporamas. Donc, un petit rappel historique. Tout a démarré en 1846 avec Philippe Semmelweis, qui avait fait un programme pour l'hygiène des mains qui a permis drastiquement de diminuer les infections puerpérales. Rassurez-vous, je saute directement à 2007. C'était un petit jeu de mots. Pour rebondir sur le constat de l'OMS que vous connaissez tous, il y a plus de gens maintenant qui sont opérés dans le monde que d'accouchements, 1 personne sur 25, et tout confondu, il y aurait entre 3 et 16% de complications graves induites et une mortalité entre 0,4 et 0,8. Diapositive suivante. Donc l'OMS décide avec un programme baptisé World Alliance for Patient Safety d'établir des recommandations. Ces recommandations, ils ont l'idée d'utiliser quelque chose qui a marché ailleurs. Tout le monde connaît les outils checklist, l'aéronautique est passée par là. Donc publication en 2008 de cette checklist qui est testée. Et en 2009, coup de tonnerre, publié dans le New England Journal of Medicine, qui montre que l'utilisation de cette checklist dans 8 établissements du monde entier, donc 4 dans des pays comparables à la France, permet de diminuer significativement, là c'est la statistique pour les pays comparables à la France, de 1/3 le taux de complications périopératoires. Je ne connais pas beaucoup de médicaments qui fassent ça. Donc, l'HAS a décidé, au cours de cette année 2009, et aboutissant à 2010, la mise à disposition des professionnels d'une checklist adaptée aux spécificités françaises. Cette checklist a été rendue exigible, selon la terminologie HAS, dans la procédure de certification. C'est pour ça qu'elle a été mise en œuvre parfois à marche forcée, nous y reviendrons certainement. L'année 2011, le début de l'année 2011 a permis, la fin de l'année 2010 et 2011 ont permis de constater qu'il fallait apporter quelques améliorations. Donc c'est ce qui a été fait. Et donc nous sommes presque en fin d'année 2012 et il est intéressant d'entendre ce que les professionnels pensent de la checklist après l'avoir utilisée au quotidien dans leur bloc. Donc nous écouterons successivement le professeur François Habb, urologue à Tenon, qui a été chargé par Mireille Faugère, directrice générale de la PHP, de relancer un programme d'organisation des blocs opératoires à la PHP, dont, bien sûr, la checklist est un élément important. Et en suivant, nous écouterons le professeur Vincent Piriou des hôpitaux civils de Lyon qui nous rapportera l'expérience checklist ici à Lyon. Nous prendrons ensuite donc quelques questions de la salle, quelques questions de tweet, et ensuite il y aura une deuxième séance consacrée à ce que la haute autorité et les professionnels vous proposent pour passer à une seconde phase de redéploiement. Et alors là, il y aura une plus longue phase où on pourra répondre aux questions de checklist, mais également tout ce qui vous intéresserait, tout ce que vous voudriez nous poser sur la sécurité au bloc opératoire. Donc j'invite de suite, donc ça va être la vidéo de François Habb d'abord. Bonjour à tous, merci de m'accueillir de manière un peu virtuelle dans ces journées d'échange
à Lyon. Donc j'aurais vraiment aimé participer à votre manifestation. Malheureusement, le Congrès français d'urologie se déroule exactement aux mêmes dates et donc j'ai été retenu à Paris pour cette obligation. Donc l'idée de cette présentation est de vous faire le point sur la méthodologie, ou en tous les cas la stratégie que nous mettons en place en ce moment à l'assistance publique sur la diffusion et l'utilisation de la checklist au bloc opératoire. Avant de démarrer l'exposé, je voudrais tout d'abord remercier particulièrement Marie-Laure Pibarot et le docteur Jean-François Sicard qui participent à notre groupe de travail à la PHP et qui sont d'ailleurs probablement dans l'amphithéâtre. Alors, concernant ce déploiement, cette utilisation de la checklist dans les blocs opératoires, dans quel cadre cela s'inscrit-il? Mireille Faugère, directrice générale de l'assistance publique, a mis en place, en début d'année dernière, début 2011, 16 thèmes prioritaires sur lesquels l'assistance publique doit absolument se transformer et rapidement. Et parmi ces thèmes prioritaires, un concerne l'organisation des blocs opératoires. Et concernant ces thématiques dont j'ai la charge et un groupe de travail à animer, nous avons retenu deux objectifs principaux pour l'optimisation et la performance des blocs opératoires. Le premier des objectifs concerne la sécurité des prises en charge, ce qui est d'ailleurs le thème de vos rencontres aujourd'hui à Lyon. Et la deuxième partie, dont nous ne parlerons pas au cours de cet exposé, concerne plus la performance en matière d'utilisation de l'outil de travail bloc opératoire, ce qui concerne les taux d'ouverture et les taux d'utilisation. On ne reviendra pas sur cette question. Pour ce qui concerne la sécurité des prises en charge, nous avons identifié 4 paramètres sur lesquels nous devons absolument améliorer la qualité, je dirais, de ce qui est produit aujourd'hui. Et le premier, c'est l'utilisation de la checklist avec un objectif ambitieux, on va le revoir, qui est de disposer de 100% de checklist réalisées de manière conforme pour tous les patients opérés, qu'ils soient opérés en urgence ou de manière conventionnelle, et avec des évaluations derrière. On va revenir sur cette démarche. Je passe rapidement dessus, mais je voudrais néanmoins les citer. 3 autres objectifs sécuritaires en matière de prise en charge ont été également retenus. Bien sûr, la traçabilité des infections de site opératoire, et notamment d'être capable de produire des taux d'ISO pour tous les services de l'assistance publique ayant une activité chirurgicale. Troisième sujet, améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables, qui était une question absolument critique. Et puis quatrième sujet, qui d'ailleurs rejoint un peu la question de la checklist, qui est l'évaluation, la traçabilité des événements indésirables liés à un défaut de prise en charge au bloc opératoire. Alors, en ce qui concerne la démarche, et il me semble important d'expliquer ici comment est-ce que nous avons conçu pratiquement ce groupe projet. D'avril à juillet 2011, avril étant le début de cette mission, nous avons rencontré l'ensemble des acteurs de terrain, des blocs opératoires, des 12 groupes hospitaliers de l'assistance publique, afin véritablement d'avoir une évaluation du ressenti sur le terrain, en particulier sur l'utilisation de la checklist, et vous allez voir un peu quelles conclusions on en a tiré et quel a été le constat, et puis de définir site par site un certain nombre d'objectifs et d'aller même parfois jusqu'à une contractualisation. Très récemment, le 19 octobre dernier, nous avons réuni à Paris une assemblée d'environ 120-130 personnes issues de ces groupes hospitaliers pour commencer à partager avec eux un certain nombre de concepts ou référentiels institutionnels qui vont servir justement à harmoniser le déploiement et l'évaluation de la checklist. Et puis donc ces référentiels, maintenant qu'on est dans une phase de validation, nous allons les rédiger définitivement et les diffuser à l'ensemble des groupes hospitaliers. L'idée étant vraiment d'avoir sur cette question de la checklist, mais plus généralement sur les blocs opératoires, une sorte de norme APHP, de mode de fonctionnement de nos blocs opératoires. Alors, où en sommes-nous sur la checklist? Ce que j'ai appelé finalement une stratégie de redéploiement, parce que la checklist, on n'est pas au temps zéro. Ça fait déjà plusieurs mois, 18 mois, que cette procédure, normalement, s'impose aux différents établissements, mais avec, on le voit, une certaine hétérogénéité, pour ne pas dire plus. Premier point, d'essayer d'analyser les blocages. Pourquoi est-ce que finalement, un certain nombre de sites, alors que les données scientifiques et la littérature nous disent « oui, c'est utile, oui, c'est efficace, oui, ça baisse la morbidité », eh bien pourquoi est-ce qu'il y a encore des blocages? Soyons pragmatique dans la réalisation. Une fois qu'on a analysé les blocages, eh bien, comment peut-on, sans dévoyer le principe même ou les fondamentaux de la checklist, la rendre pragmatique? Troisième point, sur qui s'appuyer pour
aider cette diffusion et donc avoir une stratégie qui soit véritablement acceptée, prise entre guillemets par le terrain, sans que ce mot soit aucunement péjoratif, et notamment s'appuyer sur les présidents de conseils de bloc. Et nous avons dans ce sens d'ailleurs créé un réseau de pairs à l'assistance publique des présidents de conseils de bloc. À partir de là, à partir du moment où on a identifié les blocages, qu'on essaye de mettre en place une réalisation pragmatique et qu'on a les acteurs sur le terrain, eh bien on décide de refaire un lancement. Et ce lancement est imminent puisqu'il doit notamment s'appuyer sur cette semaine de sécurité de l'opéré. Refaire le lancement, ça veut dire aussi s'évaluer derrière. Et donc, c'est de faire, et nous nous sommes engagés auprès de notre conseil de surveillance pour cela, c'est de faire un véritable indicateur de la checklist, un indicateur institutionnel, et de manière annuelle, devant le conseil de surveillance de l'assistance publique, nous donnerons des chiffres de conformité de réalisation de checklist. Alors maintenant, donc, quel est le constat? Puisque je disais que ça a été la première étape. J'imagine que le constat fait à l'assistance publique est finalement probablement proche du constat national. La checklist aujourd'hui, elle est finalement déployée sur l'ensemble des activités opératoires. La réponse à cela a été oui dans quasiment tous les groupes hospitaliers. Le vrai problème est plus l'aspect qualitatif. Oui, la checklist est faite, mais est-ce qu'elle est faite dans le sens où elle doit réellement être faite? Et notamment, est-ce que les fameux temps de pause sont respectés? Et là, la réponse, elle est clairement non à cette question. Même si la checklist est remplie, elle n'est souvent pas faite telle qu'elle doit être faite pour justement éviter les incidents. Support informatisé à l'assistance publique, il se trouve que nous avons un logiciel qui d'ailleurs, je crois, est partagé à Lyon et à Grenoble, qui s'appelle HipHop, et qui sert de base. Et donc, dans la plupart des cas, la checklist est faite à partir de ce logiciel informatisé, sauf exception sur 2 établissements de l'assistance publique. Il y a eu, dans la plupart des cas, un accompagnement pour la mise en œuvre, peu de suivi, mais un accompagnement initial il y a 18 mois. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à l'idée d'un relancement, parce que je pense que s'appuyant sur l'expérience des 18 mois passés, on peut à l'heure actuelle relancer le déploiement de la checklist, se servant de l'expérience encore une fois. L'archivage, ce n'est pas la question essentielle, encore que. On voit qu'il y a une forte hétérogénéité au sein de l'assistance publique dans l'archivage de la checklist. Certains sites l'adossant au dossier patient, notamment lorsqu'il y a un dossier patient informatisé. C'est le cas par exemple chez nous à l'hôpital européen Georges Pompidou. La plupart des autres sites archivant la checklist dans le dossier anesthésie ou bien sur un logiciel de bloc opératoire comme HipHop. On voit là donc déjà une forme d'hétérogénéité. Enfin, l'utilisation de la checklist est-elle évaluée? C'est déjà le cas à l'assistance publique. Il y a eu 5 groupes hospitaliers qui ont mis en place une démarche d'évaluation sur la qualité d'utilisation de cette checklist et sa conformité à ce qu'elle est censée évaluer. On va en reparler dans un instant. Donc le constat général. Elle est effectuée, mais mal effectuée. Les praticiens de terrain sont plutôt convaincus du bien fondé. On a finalement très peu rencontré d'opposition à la checklist. Alors c'est vrai qu'on nous oppose fréquemment le caractère assez scolaire de cette procédure, que nous contournons d'ailleurs souvent en expliquant et en informant que la checklist peut être un traceur d'une politique de sécurité des prises en charge, que c'est finalement un peu l'action emblématique, et que si un bloc opératoire a su mettre en place cette procédure, eh bien probablement toutes les prises en charge qui ont trait à la sécurité sont certainement présentes et conformes derrière. Il y a vraiment une inquiétude médico-légale, c'est une question qu'on entend régulièrement. Est-ce que si je ne fais pas la checklist, j'ai un risque sur le plan médico-légal en cas d'événement indésirable? Je ne crois pas qu'on ait de précédent, mais on peut vraiment se poser cette question. Les principales difficultés de blocage, c'est quoi? La première, c'est qui fait quoi? Et notamment, qui est présent au fameux 3 time-out? Est-ce qu'on a véritablement besoin du senior, anesthésiste, chirurgien, et bien sûr des infirmières de bloc opératoire ou anesthésique à tous les temps de la checklist. Et là, on essaie justement de rendre pragmatique l'utilisation et notamment de probablement accepter que sur le premier temps de pause, le premier time-out, on est principalement l'équipe d'anesthésie, mais qu'en revanche, sur le deuxième temps de pause, on est là une vraie prise en main, une vraie prise en charge par l'équipe chirurgicale. Donc les temps de pause sont certainement une des difficultés, on vient de le dire. Le troisième point, c'est l'évaluation qualitative. On est capable de dire aujourd'hui assez facilement, surtout lorsqu'on a recours à des supports informatisés, combien de checklists ont été faites et combien manquent. Ce n'est pas suffisant. On doit être capable de dire combien de checklists ont été faites correctement. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place une évaluation sous la forme d'audit, un jour donné, un groupe hospitalier évaluant un autre groupe hospitalier à partir d'une grille d'évaluation qui est proche finalement de ce qui se passe lors de la certification. Et donc nous avons estimé
qu'au travers de cette évaluation sous la forme d'un audit, que nous arriverions à avoir une véritable évaluation qualitative. Et puis enfin, il nous semble qu'il faut absolument donner conscience, rendre palpable l'intérêt de la checklist et vraiment donc de mesurer ou d'analyser les dysfonctionnements qu'a pu éviter, ou les éventuels dysfonctionnements qu'a permis d'éviter la checklist. Et c'est à travers de cela que finalement on se rendra compte en les recensant régulièrement que bah tiens, oui effectivement, au cours du mois dernier, à 3 reprises, grâce à la checklist, on a évité qu'une antibioprophylaxie ne soit pas administrée. Donc c'est au travers de ce type d'événements évités qu'on arrivera à convaincre tout le monde du bien fondé de la procédure. Alors je ne vais pas m'étendre trop longuement sur le cadre général que l'on souhaite mettre en place. Ce cadre général, il va être finalement assez simple. Encore une fois, il ne va surtout pas dévoyer le principe général de la checklist, mais il va devoir définir le rôle et les responsabilités de chacun des professionnels et quels professionnels doivent être présents à chacune des 3 étapes, qui est chargé de la coordination et sous quelle forme, quelle conduite à tenir en cas de non-conformité, c'est-à-dire si la checklist finalement détecte une problématique, donc est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'organise, qui endosse la responsabilité in fine, donc les modalités de signature éventuellement du document à la fin, quel support pour l'archivage et quelle modalité d'enregistrement de cette activité, et puis bien sûr surtout, quel cadre pour l'évaluation croisée entre les GH et comment rendre cela conforme sur l'ensemble des 12 groupes hospitaliers. Alors pour mener à bien cette action, il nous semble qu'il y a un point essentiel qui n'est pas directement lié à la checklist, mais c'est la mise en place d'une gouvernance renforcée au sein des blocs opératoires. Ça nous semble être finalement le pivot à la réussite de cette action et du reste de manière identique pour l'amélioration de la performance de l'utilisation des salles, c'est de vraiment réinstaller ou installer les présidents de conseils de blocs opératoires comme véritablement les managers de blocs opératoires. Nous avons décidé avec Mireille Faugère que tous les présidents de conseil de bloc à l'assistance publique seront réinstallés début 2012 avec une véritable lettre de mission, que les conseils de bloc devront être structurés avec notamment un référent sécurité identifié, mais également un référent activité et un référent ressources humaines. Et finalement, le pilotage des blocs opératoires se fera à 3 niveaux, avec le conseil de bloc, qui aura donc cette mission sur la sécurité, sur l'activité en général, sur le pilotage des ressources humaines. Également, bien sûr, les cellules de régulation hebdomadaire pour optimiser l'utilisation des salles, mais probablement aussi pour analyser au fil de l'eau les événements indésirables. Et puis, bien sûr, la régulation au quotidien pour l'intégration des malades non programmés. Donc, en conclusion, nous avons véritablement considéré, et c'est le message que nous délivrons à tout le monde aujourd'hui, que la checklist est un enjeu majeur prioritaire pour l'assistance publique et pour ses blocs opératoires. Que nous considérons vraiment cette procédure comme un marqueur de bonne pratique de sécurité de prise en charge au bloc opératoire, qu'il y a nécessité d'un nouveau départ, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous apparaît assez évident aujourd'hui. On arrive sur un terreau assez fertile finalement, ça fait 18 mois qu'on en parle de la checklist, mais on a besoin d'un nouvel élan, et c'est ce que nous essayons de donner aujourd'hui. Et puis bien sûr une gouvernance renforcée, parce que ce n'est qu'au travers de cette gouvernance qu'on arrivera à assurer cette diffusion. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite pour la fin de votre journée de travail. Merci. J'invite immédiatement Vincent Piriou à nous rejoindre et à nous donner un deuxième point de vue sur l'utilisation de la checklist, bien sûr aux Hospices civils de Lyon cette fois. Vincent, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Donc, comment on fait pour passer les diapos là ? Voilà. Je suis Vincent Piriou, moi je suis responsable du PAM anesthésie urgence du centre hospitalier Lyon-Sud aux Hospices civils de Lyon et je suis co-responsable du comité de pilotage gestion des risques des HCL. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'expérience qu'on a eue de la mise en place de la checklist aux Hospices civils de Lyon. Donc, premièrement, pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place cette checklist? Comment est-ce qu'on a réussi à la mettre en place et pourquoi faut-il l'évaluer? Eh bien, tout d'abord, Philippe Cabarrot vous a montré, donc c'est la checklist de l'OMS qui est arrivée.
puis les études du New England Journal qui ont montré qu'il y avait un bénéfice pour les patients à mettre en place cette checklist. Et il y a une réflexion donc, qui a impliqué toutes les sociétés savantes au niveau de la Haute Autorité en Santé qui a conduit à la mise en place de la checklist dans les hôpitaux français, dans les établissements de soins français, à partir du mois de janvier 2010. Alors c'est vrai que cette checklist est arrivée assez brutalement, alors que les équipes chirurgicales, anesthésiques, IAD, IBOD n'y étaient clairement pas préparées. Et lorsqu'on a vu arriver cette checklist aux Hospices civils de Lyon, on n'a pas foncé bille en tête pour mettre en place cette checklist, mais on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait mettre en place cette checklist et comment est-ce qu'on allait répondre aux différentes étapes de la checklist. Parce que quand on vous dit l'identité du patient est vérifiée, les positions du patient sont vérifiées, ça sous-entend qu'on a réfléchi à la procédure de vérification du patient. Comment est-ce qu'on vérifie l'identité du patient? Comment est-ce qu'on vérifie le côté opéré? Comment est-ce qu'on vérifie la position opérée? Il faut refaire des manuels où toutes les positions sont décrites, les complications des positions. Donc il y a tout un travail en amont qui est important, qui doit être mis en place. Ensuite, il y a clairement une culture sécurité à faire évoluer dans le cadre de la mise en place de ces checklists, et ce n'est pas quelque chose qui peut se décider du jour au lendemain. Clairement, on sent bien que les paramédicaux ont cette culture de sécurité, de mise en place de la checklist, mais que si derrière, il n'y a pas un leadership médical réel, chirurgical, anesthésique qui existe, eh bien on peut faire tous les efforts qu'on veut, la checklist ne sera pas réellement mise en place. Et puis, qu'est-ce qu'on aboutit en fait à ce qu'on appelle des checklists de complaisance, on s'en est rapidement rendu compte, c'est-à-dire que les croix sont cochées alors que les checklists ne sont pas réellement réalisées, ce qui satisfait un certain nombre d'équipes, mais lorsqu'on gratte un peu, on s'aperçoit que le bénéfice qu'on peut avoir de la checklist est clairement occulté, d'où la nécessité qui est rapidement apparue, qui est d'évaluer la checklist. C'est-à-dire, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la checklist est réalisée ou pas? La deuxième question, c'est est-ce que la checklist est bien réalisée? Et vous allez voir que aux Hospices civils de Lyon, on a des problématiques qui sont très similaires et un état de réflexion qui est similaire à celui qui vous a été présenté à la PHP. Et puis, on sait bien que derrière cette checklist, il y a un poids de la hiérarchie qui est très important dans les blocs opératoires, avec du personnel qui n'ose pas forcément s'exprimer. Et c'est tout le bénéfice qu'on peut avoir de ce fameux time-out, la deuxième phase de la checklist, où les gens devraient pouvoir s'exprimer librement, mais il y a encore le poids de cette hiérarchie qui existe dans les blocs opératoires, avec derrière des difficultés de communication. Pour faire un bloc opératoire, il faut 5 corps de métier, des chirurgiens, des anesthésistes, des IAD, des IBOD et des ASD. Et on sent bien qu'il y a des problèmes de communication qui sont importants à travers ces corps de métier. Et un des grands bénéfices de la checklist, c'est d'avoir mis en lumière justement ces problèmes de communication entre les corps de métier. Alors, les Hospices civils de Lyon, on a l'habitude de le dire, c'est le premier CHU de province, après la PHP. C'est une très grosse institution. Vous voyez ici, il y a de nombreux... je ne sais pas s'il y a une flèche quelque part. Il y a 5 groupements hospitaliers. C'est René qui me l'avait prise. 5 groupements hospitaliers où il y a de la chirurgie, l'hôpital René Sabran sur la presqu'île de Gien, l'hôpital de la Croix-Rousse, l'hôpital Nord, l'hôpital Sud où je travaille, l'hôpital Édouard Herriot et les hôpitaux Est, qui sont les hôpitaux de spécialité, hôpital neurologique, cardiologique et hôpital gynécologique et pédiatrique. Dans tous ces hôpitaux, il y a 41 blocs opératoires identifiés, ce qui représente 123 salles d'opération et 26 salles d'accouchement. Alors, dans le cadre de la mise en place de la checklist, on n'a bien entendu pas déployé brutalement la checklist sur tous ces blocs opératoires, ce qui aurait été impossible. On a eu une réflexion avec des blocs opératoires pilotes, et évidemment, on a choisi les bons élèves au début, de façon à pouvoir faire rayonner cette expérience. On a eu, entre avril et juin 2010, une réelle réflexion sur comment est-ce qu'on allait remplir la checklist avec des réunions régulières, puis des phases tests au niveau de ces 6 blocs opératoires. Et le déploiement sur tous les HCL a réellement été réalisé entre septembre et décembre 2010, avec en même temps un accompagnement de l'informatisation de la checklist. Et comme à la PHP, on a HIPOP aussi, qui est un logiciel de gestion des blocs opératoires, de programmation opératoire. Et on a fait informatiser la checklist de façon à pouvoir avoir un certain nombre d'indicateurs, au moins sur le taux de réalisation de la checklist.
Et puis, on a eu aussi en même temps des réunions avec Philippe Cabarrot, avec les sociétés savantes, notamment le Collège français d'anesthésie et réanimation, les sociétés d'orthopédie, les usagers, une réflexion sur la façon dont on allait évaluer cette checklist. Et on a réfléchi à en fait 4 phases d'évaluation, hein. Je pense que Philippe va revenir dessus tout à l'heure. Première phase d'évaluation, premier niveau, c'est la checklist est-elle réalisée, oui ou non, mais on sent bien que c'est insuffisant, mais c'est nécessaire de le faire. Deuxième niveau d'évaluation, est-ce que la checklist est bien réalisée? Et je vais vous présenter l'expérience des Hospices civils de Lyon. Troisième niveau, est-ce que pour finir, le fait d'avoir mis en place cette checklist va améliorer le niveau de culture sécurité? Et actuellement, l'HAS a traduit un référentiel, un questionnaire sur l'évaluation de la culture sécurité, hein, qui vient de la HRQ et qu'on a suggéré d'utiliser. Et puis un quatrième niveau qu'on ne sait pas formellement bien répondre, c'est pour finir, est-ce que le fait de mettre en place cette checklist, est-ce que le fait d'améliorer la culture sécurité va rendre service aux patients, c'est-à-dire diminuer la morbimortalité périopératoire? Il faudra vraiment réfléchir à des indicateurs et à essayer de mesurer l'impact que peuvent avoir ces mesures qui visent à améliorer la sécurité des patients sur la réelle morbimortalité de nos patients. Voici donc un exemple de l'informatisation de la checklist. Je pense qu'à la PHP, on a exactement la même chose. Et c'est vrai qu'au début, on avait des checklists papier. Et le fait d'avoir informatisé rend la lecture de ces indicateurs et le recueil de ces indicateurs beaucoup plus simple. Alors, la première question, c'est est-ce que la checklist est faite? Et vous voyez, donc là, c'est dans mon hôpital, où pourtant on essaye vraiment de travailler. On a essayé de répartir les différents blocs opératoires, et autant il y a des blocs opératoires qui sont des bons élèves, et les orthopédistes sont souvent des bons élèves, hein, puisqu'ils ont un collège qui a été très en avant dans le cadre de cette réflexion, et puis ils sont aussi très sensibilisés aux problèmes de côté opéré, hein, puisqu'ils opèrent des membres qui sont pairs. Et puis, il y a un autre problème, c'est les urgences, hein, clairement, où la checklist actuelle est probablement inappropriée, hein, puisque ça nécessite un certain nombre de temps. Et dans le cas de l'urgence, eh bien, on se situe, de l'urgence chirurgicale, on se situe dans une situation qui est à haut risque par définition, hein, puisque les erreurs de patients, les erreurs de côté peuvent survenir, avec un outil qui est probablement inapproprié, et des gens qui travaillent dans l'urgence qui, des fois, se permettent de passer à travers les barrières qu'on veut bien mettre en place. Il y aura donc probablement une réflexion à avoir sur une checklist dans le cadre de l'urgence. Alors, on a évalué cette checklist, on l'a évaluée par deux méthodes, en fait, de savoir sur le plan quantitatif si elle est bien faite, sur le plan qualitatif si elle est bien faite, excusez-moi. Premièrement, par des questionnaires, hein, ce qu'on avait réfléchi avec l'HAS, qu'on a donné à tous les corps de métier. Et puis, on a aussi fait des audits. Alors, on n'a pas pu arrêter le programme opératoire comme ils font à la PHP brutalement dans un groupement pour aller voir ce qui se passait dans l'autre groupement, hein, parce que dans le cas de la T2A, ça serait assez incompatible, mais on a demandé à certains cadres de bloc d'aller voir ce qui se passait dans le bloc d'à côté et à des internes d'anesthésie d'aller voir ce qui se passait dans les blocs opératoires où ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Donc on voit que le taux de réponse a été très satisfaisant, hein. Il y a eu vraiment un engouement du personnel soignant, puisqu'on a eu entre 80 et 100% de réponses, hein, des différents corps de métier, IBOD, chirurgien, anesthésiste, IAD et interne en chirurgie. Alors, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer quels sont les enseignements qu'on peut tirer. D'abord, qui participe à la checklist? Vous voyez que tous participent, hein, que ce soit les médecins ou le personnel soignant, mais les paramédicaux ont probablement une vision qui est beaucoup plus objective que les médecins, et vous voyez que les gens qui participent toujours, c'est essentiellement des paramédicaux et un peu moins des anesthésistes et des chirurgiens, probablement parce que les anesthésistes travaillent aussi sur 2 salles en même temps et que les chirurgiens passent d'une salle à l'autre. Donc il faut aussi comprendre que dans le processus opératoire, eh bien, il y a un certain nombre de situations où les anesthésistes et les chirurgiens ne peuvent pas rester tout le temps de l'opération, c'est-à-dire de l'entrée du patient à la sortie du patient. Ce qui est extrêmement intéressant, lorsqu'on leur demande est-ce que la checklist est réalisée systématiquement, eh bien, vous voyez que les médecins ont tendance à dire oui, bien entendu, elle est toujours réalisée. Vous voyez, 45% des médecins disent oui. Quand on regarde les paramédicaux, seulement 30% des paramédicaux disent qu'elle est réalisée systématiquement. Et on verra tout autour de cet exposé que les médecins ont toujours tendance à embellir un petit peu la situation et les paramédicaux à être probablement dans une situation beaucoup plus réaliste.
Alors, qui coordonne cette checklist? C'est un vrai problème, hein, puisque vous savez qu'il y a 3 phases de cette checklist, et il faut absolument qu'il y ait un coordonnateur de cette checklist, notamment au moment du time-out, au moment de la deuxième phase. Et on voit ici sur cette diapositive que dans 70% des cas, c'est un paramédical qui coordonne, et en fait, c'est très souvent une IBOD hein, qui coordonne cette checklist. Le problème, c'est que quand on leur demande « Avez-vous le sentiment d'être respecté ?» Eh bien, vous voyez que les chirurgiens, les médecins, les anesthésistes, il n'y a pas de problème. Hein. Dans 85% des cas, ils ont le sentiment d'être respectés. Il y a peut-être des internes qui ont répondu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas 100% des cas. Par contre, lorsqu'on demande aux personnes qui coordonnent la checklist, eh bien, on s'aperçoit que seulement dans 50% des cas, ils ont le sentiment d'être respectés. Et quand on pose la question « Pensez-vous que c'est à vous d'assurer ce rôle ?» Eh bien, dans 65% des cas, le personnel paramédical répond « Non, ce n'est pas à nous d'assurer ce rôle. » Donc, quelque part, à travers cette checklist, on a contraint une catégorie professionnelle à prendre en charge cette checklist, probablement un peu contre son plein gré, et avec des gens qui ne sont pas forcément respectés pour des problèmes de poids hiérarchique. Donc il y a toute une culture de bloc opératoire à faire évoluer à travers cette checklist. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois que c'est très bien, parce que ce problème, il existait déjà auparavant, mais grâce à la checklist, on commence à en parler. Quels sont les acteurs garants de la sécurité? Donc on avait posé la question, est-ce que c'est des individus, c'est-à-dire est-ce que c'est un médecin, un chirurgien, un anesthésiste, un IAD, un IBOD? Eh bien, ce qui est très intéressant quand même, c'est que dans la majeure partie des cas, qu'on soit médecin ou qu'on soit soignant, eh bien on répond c'est une affaire d'équipe qui implique vraiment tous les corps de métier du bloc opératoire. Qui déclenche la vérification des items? Eh bien, vous voyez que c'est essentiellement des IBOD, hein, quels que soient les 3 items. Les anesthésistes participent un petit peu à la première phase, hein, puisqu'ils sont présents au moment avant l'induction anesthésique. La phase 2, eh bien, les chirurgiens ont aussi un rôle. Et la phase 3, c'est essentiellement les IBOD. Et on va voir que c'est probablement cette phase 3 qui est la moins mise en place. Est-ce que la checklist est réalisée systématiquement? Vous voyez que avant l'induction anesthésique, eh bien, c'est essentiellement des paramédicaux qui réalisent cette checklist. Le time-out est réalisé de façon identique par des paramédicaux ou par des chirurgiens, donc elle est plutôt bien réalisée. La première phase est bien réalisée, la deuxième aussi. Par contre, il y a clairement un désintérêt pour la troisième phase, et on voit que cette troisième phase, qui est très importante, hein, le compte des compresses, la reprise des traitements anticoagulants, par exemple, avec le risque thrombotique qui est connu par les anesthésistes, le risque hémorragique qui est connu par les chirurgiens, donc un partage d'informations qui devrait se faire, eh bien cette troisième phase est clairement non réalisée ou très mal réalisée. Il faudra vraiment se pencher sur la question pourquoi est-ce que cette phase est mal réalisée. Après, lorsqu'on va voir ce qui se passe dans les blocs opératoires, eh bien on peut se poser la question de savoir, lors du time-out, donc avant le coup de bistouri, en principe l'activité devrait s'arrêter. On devrait poser la question, est-ce qu'il s'agit de monsieur X qui doit être opéré de telle intervention avec telle prothèse? Et on s'aperçoit que l'activité opératoire ne s'arrête pas dans plus de 65% des cas. Donc il y a probablement un problème de culture, un problème qu'il va falloir prendre en compte. Est-ce qu'il y a du silence dans la salle? On voit que la phase 1, la phase 2 est clairement bien réalisée. Par contre, la phase 3, on a vu qu'elle a été mal réalisée. Et puis, probablement, les chirurgiens sont partis, les anesthésistes sont partis. On commence à piller la table d'opération et les gens commencent à discuter. Et probablement, cette phase, non seulement elle n'est pas réalisée, mais elle est relativement mal faite. Le temps de pause est-il respecté, c'est-à-dire la phase 2, le time-out? Alors les médecins ont tendance, bien entendu, à avoir une image un peu idyllique de cette checklist. Ils répondent oui dans la plupart des cas, et on voit que le personnel paramédical, qui est beaucoup plus les pieds sur la qui est beaucoup plus conscient de ce qui se passe, eh bien répond non. Ensuite, lorsqu'on interroge les gens et qu'on leur demande quels sont les problèmes, pour quelles raisons est-ce que vous ne réalisez pas cette checklist? Eh bien, on s'aperçoit que qu'on soit médical ou paramédical, les formalités administratives représentent un problème. La nécessité de la présence simultanée des équipes est aussi un problème. Par contre, personne n'a peur de contredire la réponse d'un supérieur hiérarchique, ni a peur d'engager sa responsabilité. Et par contre, on peut voir qu'il y a des façons différentes de voir, selon le prisme qu'on prend, si on est soignant ou si on est médecin. Difficulté de prise de la parole n'est pas un problème pour les médecins, il est un problème pour les soignants. Les problèmes de communication sont clairement occultés par les médecins, hein, que ce soit communication entre le personnel médical ou paramédical, communication entre les anesthésistes et les chirurgiens, alors que pour les paramédicaux, c'est
poser un réel problème, de même que l'absence de soutien entre les professionnels des équipes. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans 30% des cas, lorsqu'on interroge les gens, eh bien, ils ont détecté des erreurs qui sont différentes selon qu'on est médecin ou soignant. Pour les médecins, c'est plutôt des erreurs de côté, des erreurs d'allergie, d'installation, d'antibiotiques, alors que pour les soignants, c'est le dossier médical ou éventuellement les erreurs de côté ou d'installation. Donc, il faut aussi savoir communiquer sur ces erreurs. Une perception partagée de l'outil. 80% des médecins et paramédicaux pensent que la checklist est utile. Par contre, 70% pensent que c'est une contrainte. Et quoi qu'il arrive, la checklist est remplie parfois pas toujours très bien. Elle est quand même jugée utile. Par contre, il faut absolument qu'il y ait un leadership médical, sinon on sait que cette checklist ne sera pas bien remplie. Donc, en résumé, les avis divergent, qu'on soit soignant ou qu'on soit médecin. Il y a clairement un manque d'investissement des médecins et des chirurgiens qui est ressenti par les paramédicaux. Il va falloir se poser la question comment est-ce qu'on peut obtenir des meilleurs résultats pour cette troisième phase et redéfinir quel personnel pour quelle phase. On a bien vu que les IBOD participent beaucoup, probablement avec un sentiment de ne pas être respectés et un sentiment de contrainte avec des rôles donc à redéfinir plus précisément. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Vincent Périou. Je vais te demander de venir nous rejoindre pour une première phase de débat autour de la mise en place de la checklist. Et vous avez entendu ce qui n'est une surprise sûrement pour personne. Un outil ne fait pas un usage d'outil. Il y a donc entre l'importation de l'outil et son usage un accompagnement qui est nécessaire. Vous avez vu deux constats et maintenant c'est à vous de vous exprimer. Est-ce qu'on peut mettre la lumière pour des questions? Je ne vois pas. Pardon. Est-ce qu'il y a des micros? Devant, vous avez une dame. Ah, une dame qui est derrière. Il n'y a pas de son sur le micro de la dame. Est-ce qu'on peut avoir... il y a une autre dame qui avait une question devant. Le temps qu'on règle le problème du micro. On n'a qu'un micro en salle? Non. Il y a un autre. Ça y est. Voilà. Ça a l'air de... Je suis ici. Ça y est, ça a l'air de marcher. Non, c'est en haut. Monsieur, vous ne regardez pas au bon endroit. Je ne regarde pas au bon endroit. Non, c'est là. D'accord. Bonjour. Catherine Secky, Société régionale de santé publique du Languedoc-Roussillon et Société française de santé publique. Je voudrais poser une question à tous les intervenants et je voudrais savoir si vous monteriez dans un avion où la checklist n'aurait pas été faite par l'équipage et par le commandant de bord en particulier. Je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les chirurgiens et pour les commandants de bord. S'il y a un crash dans un avion, c'est tout l'équipage et les passagers qui peuvent laisser leur vie. Quand il y a un crash dans une salle d'opération, ça n'est que le malade qui peut laisser sa vie. Et il me semble que la checklist devrait devenir obligatoire. Toutes les questions que l'on se pose paraissent bien inutiles par rapport à l'enjeu pour le patient. Oui, merci pour cette question. Oui, c'est évident qu'on ne monterait pas dans un avion si la checklist n'était pas faite. En complément, je citerai un travail publié dans le British Medical Journal au début de l'année qui disait que 90% des professionnels de santé, s'ils devaient se faire opérer, souhaiteraient que la checklist soit faite. Donc, tout le monde est d'accord sur l'intérêt, la nécessité. Bon. Alors, deuxième volet de votre question, l'obligation. L'HAS a fait entre guillemets ce qu'elle a pu, c'est-à-dire beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a adapté la fameuse checklist américaine avec l'aide des professionnels, avec la représentation des patients et notamment du lien. On a proposé cet outil à tout le monde. On valorise son utilisation, disons, on la rend obligatoire dans le cadre de la certification des établissements de santé. Elle fait partie d'un programme inter-risque dans le cadre de l'accréditation des médecins. Donc, elle est obligatoire, même si ce n'est pas un décret, même si ce n'est pas un règlement, elle est de fait largement recommandée par l'état actuel de la science, on va dire. Alors, est-ce qu'il faut faire un tour de vis supplémentaire? On passait à
peut-être c'est M. Le Guen qui pourrait répondre à ces questions, à une phase réglementaire et législative, je n'en suis pas absolument persuadé. Parce que je crois que, vous avez vu, enfin, dans la synthèse que je ferai en suivant, la checklist est utilisée dans 95% des interventions. De la rendre obligatoire, on passerait de 95 à 100%. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'elle est bien faite. Et l'objet, c'est que la checklist soit bien utilisée, qu'il y ait une communication entre les professionnels, notamment au temps de post-opératoire ou lors des prescriptions avant la sortie de bloc, enfin, tous les éléments qui nourrissent la checklist. Donc l'objectif de cette table ronde, de la deuxième partie dont on va vous parler, de toutes les actions qui vont être mises en œuvre pour améliorer l'utilisation de la checklist, semble, à mon avis, plus important peut-être qu'un tour de vis réglementaire supplémentaire. Yannick Le Guen, un point complémentaire? Oui, tout à fait. Je partage les analyses précédentes. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu avec l'ensemble des intervenants lorsqu'ils parlaient de leurs expériences. On aurait beau mettre en place un décret où on mettrait que c'est obligatoire ou une loi. Le sujet, c'est l'usage qui en est fait, effectivement. Donc il faut à la fois que c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Il faut que les acteurs du système soient convaincus de la pertinence. Et ce n'est pas le texte, le fait de dire c'est rendu obligatoire par décret. Je suis hélas bien placé pour savoir que le simple fait qu'un texte soit posé n'implique pas nécessairement son usage. Donc le sujet essentiel, c'est la conviction, c'est la responsabilisation des acteurs. Et cette responsabilisation, elle viendra lorsque, effectivement, ils verront de manière très concrète quel est le gain pour la sécurité des patients et pour leur pratique qui a été constaté. Donc, à ce stade, je pense que le sujet est plus un sujet de conviction, d'accompagnement du changement, des organisations, des transformations, avant de mettre en place, effectivement, un nouveau texte qui va encore figer une organisation, parce qu'aujourd'hui on est sur une checklist. Imaginons qu'on veuille rendre obligatoire l'ensemble des modes organisationnels sur l'ensemble des pratiques, on ne va pas s'en sortir. Il faut simplement d'abord responsabiliser les acteurs. Merci. Question suivante. Oui. Il y avait une question au fond et puis après à vous. Moi je suis donc médecin généraliste et membre d'une société scientifique de médecine générale où on commence à s'intéresser aux revues de morbidité, mortalité, ou en tout cas à l'analyse des événements indésirables. Et c'est sur la comparaison de ces deux outils que je voulais votre expérience. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de cette checklist est plus facile ou facilitée parmi les équipes qui ont déjà expérimenté les revues morbidité, mortalité, et est-ce que ce sont deux outils qui vous paraissent complémentaires, ou est-ce qu'un vous paraît meilleur pour entrer dans la culture de la sécurité? Après, il n'y a pas d'outil meilleur ni moins bon. Je crois que ça dépend tout du mode d'exercice qu'on a. Quelque chose qui est vrai, c'est qu'à travers la checklist, on intercepte des événements indésirables, et que ces événements indésirables peuvent très bien servir à alimenter derrière une revue de morbimortalité pour essayer de mettre en place des barrières pour justement que ces événements indésirables ne se répètent pas. Après, c'est pas on fait des RMM versus on fait une checklist. Là, on fait une checklist parce qu'on a un bloc opératoire, un process qui est relativement standardisé, avec un certain nombre d'étapes à vérifier, qui vont permettre d'éviter une erreur de côté, une erreur de patient, d'éviter d'ouvrir un sternum si on n'a pas la prothèse cardiaque, etc. Mais je dirais qu'à travers la checklist, oui, on va repérer des presque incidents, des erreurs qu'on va éviter, et ces erreurs vont servir pour alimenter les revues de morbimortalité. Une question devant ? J'ai une question, s'il vous plaît. Je suis Jean-Jacques Lehaut, je suis responsable d'un service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital cardiologique de Lyon, et en fait, j'ai deux remarques. La première, c'est que, évidemment, la checklist est indispensable. Diminuer les complications sérieuses d'un tiers, c'est énorme. Et d'ailleurs, les anesthésistes réanimateurs français, à travers un décret qui date de 1994 et un arrêté qui date de 1995, faisaient depuis ce temps-là une checklist qui avait permis, avec l'aide d'autres mesures, vous le savez très bien, monsieur Almaberti, de diviser par 10 la mortalité entièrement liée à l'anesthésie. Donc sur l'efficacité, il n'y a pas de doute, et ça sera pour l'ensemble du processus opératoire, comme ça l'a été pour l'anesthésie. Alors deuxième remarque, c'est existe-t-il un antagonisme entre la diminution des risques périopératoires, d'une part, et d'autre part, l'amélioration des performances qu'évidemment on nous demande, ça a été cité par M. Pibaro en tout début de son exposé.
Alors, on nous demande d'avoir plus de performance, d'avoir plus de taux d'occupation des salles. Jusqu'où faut-il aller? En tout cas, moi, il me semble que augmenter le taux d'occupation, si on ne dépasse pas un certain pourcentage, on ne prend pas de risque excessif. Par contre, si on diminue les personnels de brancardiers, si on diminue les personnels qui stérilisent les instruments et vont les livrer dans les blocs opératoires, là on risque d'avoir une diminution de la sécurité, à mon avis. Merci pour cette question. Je réponds juste sur le départ pour faire une petite correction. C'est vrai que l'anesthésie s'est améliorée d'un facteur 10, mais pas uniquement à cause de la checklist d'anesthésie. Il y a un certain nombre d'autres facteurs contributifs, mais ça a sûrement contribué. Je passe la parole à Vincent, qui peut-être a une réponse sur le deuxième volet de votre question. Alors c'est vrai qu'en tant que responsable de pôle, on nous demande effectivement actuellement de produire plus, et il y avait probablement un effort à faire, de réorganiser nos équipes, et on avait un effort à faire. On nous demande aussi de réduire le personnel d'année en année, et puis on nous demande effectivement d'augmenter la qualité des soins et la sécurité des patients. Jusqu'à présent on y arrive, mais je suis certain qu'il y a un seuil en dessous duquel on n'arrivera plus avec une équation qu'on ne saura plus résoudre. Maintenant je n'ai pas plus de solutions que ça. Il y a une dame devant qui demande le micro depuis un moment. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter? En attendant qu'elle le récupère, je vais me tourner vers... En attendant, je l'ai le micro. Pardon? Ici. Oui, mais elle l'a demandé depuis très très longtemps. Bon, alors je vous rends le micro. Non, je pose ma question. Allez-y. Ici, Triboulet, chirurgien digestif à Lille. Je voulais faire deux remarques. La première, ça rejoint l'intervenant de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on sera convaincu de l'intérêt, ça ira beaucoup mieux. L'intérêt de cette checklist, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut donner le temps à la culture qualitaire, la culture de la qualité par cette liste, cette checklist bloc de se faire. Je vis ça tous les jours. On est encore très loin de cette culture de qualité au bloc. Et ça va venir, il faut peut-être une ou deux générations. C'est peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'il faut donner le temps à la culture de se développer dans les blocs, et ça va aller, je pense. Vous avez probablement tout à fait raison, et on sait aujourd'hui que les transformations profondes en matière d'usage sont des transformations qui s'étalent sur de très nombreuses années, presque générationnelles, et que donc essayer de mesurer à 6 mois est sûrement voué à constater qu'on progresse pas très vite. Mais c'est en même temps un processus qui s'est mis en route. Une autre question devant. Je crois que la dame a récupéré son micro, et après on arrêtera et on passera à la dernière phase de la table ronde. Gwenaëlle Vidal-Trécan, moi je suis à la paix, je suis présidente d'une commission qui n'existe plus, la commission qui coordonnait les qualités et sécurité des soins. Bon, je vais faire court. Votre question. Voilà, ma question, ou plutôt mes remarques. Moi, c'est vrai que j'étais contente d'apprendre qu'à l'assistance publique, on allait effectivement travailler sur le problème à la fois de la performance et de la qualité. Moi, j'avais 2 points concernant l'utilité la checklist que j'ai pu vérifier, puisque je suis aussi gestionnaire de risque dans mon hôpital, et effectivement on trouve aussi des incidents liés à la non-utilisation de la checklist en particulier, et il y a 2 questions sur lesquelles je voulais insister. La première, c'est que c'est bien de le faire par IPOP, mais c'est bien aussi d'avoir la trace dans le dossier du patient. Et deuxièmement, il y a quand même effectivement dans les questions d'organisation des choses qui bloquent l'utilisation de la réalisation de la checklist, et en particulier quand l'induction a lieu ailleurs que dans la salle où il va être opéré, enfin éventuellement très proche, mais ailleurs. Et ça, c'est un réel problème, parce que tous les acteurs ne peuvent pas être là en même temps, et le malade peut être endormi avant qu'on... On est à nouveau dans de l'organisation, visiblement. Oui. Alors, on a bien signalé que c'était important. Merci de ces remarques. On est pris un petit peu par le temps. On pensait retourner, interroger nos amis du tweet. On va le faire après l'introduction de la deuxième partie. Je demande à Philippe Cabarrot de revenir introduire cette deuxième partie, qui sera évidemment plus courte, mais qui est très très stratégique, puisque c'est qu'est-ce qu'on espère pouvoir faire ou vous proposer en matière d'évolution finalement dans ce domaine. Et donc je laisse la parole à Philippe Cabarrot et à son invité Philippe Chevalier, qui va venir nous rejoindre. J'invite Philippe Chevalier d'ailleurs à venir nous rejoindre et à venir s'asseoir à côté de moi.
Donc très rapidement, effectivement, le tweet est vivant puisque nous avons eu quelques questions qui retombaient un petit peu sur celles que vous avez posées, mais il y en a une sur les aspects médico-légaux qui sera reposée dans la deuxième partie. Donc, pour resynthétiser tout ce qui a été dit, la checklist est utilisée quasiment dans la totalité des blocs de France. Malheureusement, la checklist n'est pas utilisée de manière optimale, notamment en particulier, comme je vous le disais, au moment du temps de pause entre les professionnels juste avant l'opération et, comme vous l'a dit le professeur Piriou, au moment de la prescription conjointe. Enfin, et ça rebondit sur la question des RMM, les événements détectés ne font malheureusement pas vraiment l'objet, en l'état actuel des choses, d'une exploitation en vue d'amélioration organisationnelle. Et pourtant, il y a du vert de l'espoir, puisque je le disais, la grande majorité des professionnels considèrent que la checklist est plutôt une bonne chose pour la sécurité des patients. Ce n'est pas des gentillesses qu'on nous a fait, c'était des enquêtes anonymes qui même laissaient une large place à la délation éventuelle, mais les résultats, ça a été ce bonbon. Une madeleine, on aurait pu dire. Alors, diapositive suivante. Voilà, simplement pour dire, certains, la question n'est pas venue sur le tapis ce matin, certains ont dit, oui, l'étude du New England avait des limites méthodologiques, etc. Bon, répondons rapidement à cette question, disant que depuis cette publication Princeps, de nombreuses publications sont sorties et ont toutes confirmé les mêmes résultats, avec même un nombre d'or de l'amélioration qui était toujours aux alentours de 30%. Et même certaines travaux ont montré le mécanisme d'action, c'est-à-dire que la checklist agit en améliorant le travail en équipe, en améliorant la culture, qui a été un élément, un output intermédiaire bien identifié, pour ceux qui avaient les meilleurs outcomes, c'est-à-dire les meilleurs résultats finaux. Autrement dit, les équipes et les établissements qui ont le mieux amélioré leurs résultats finaux sont ceux qui ont utilisé le mieux la checklist. Voilà, devant ce succès que j'ai qualifié de relatif, d'un programme émanant d'en haut, top-down, c'est-à-dire l'HAS et ses partenaires qui étaient les représentations officielles des patients, des professionnels, on a décidé de passer à une seconde phase, donc justement pour améliorer l'utilisation de la checklist, et donc en passant à une phase qu'on a qualifiée de redéploiement, en affichant donc clairement des objectifs opérationnels, c'est-à-dire de ne pas rester dans des choses théoriques, parfois mal comprises, c'est on s'occupe d'opérer le bon patient, au bon endroit, avec une antibioprophylaxie faite au bon moment, enfin bref, tous les critères de la checklist. Deuxièmement, il faut quand même rappeler cette histoire de 30% de réduction de la complication, parce que malheureusement, ou heureusement plutôt, les complications sont quand même rares à l'échelon individuel, et finalement les professionnels n'ont pas la perception de danger qu'on peut avoir le pilote dans l'avion, pour rebondir sur une autre question. Donc il faut prendre du recul par rapport aux statistiques et dire c'est quand même 30% de réduction au global. Et ce n'est pas la peine d'attendre une erreur de côté pour s'y mettre. Cet redéploiement se fera au niveau des établissements. Donc l'HAS a fait son boulot, elle a entendu les messages, elle a modifié les checklists. Et maintenant, c'est dans le cadre de la gouvernance, comme l'a dit M. Le Guen, que ça va devoir être mis en œuvre. Et le dernier point est fondamental, en favorisant l'adaptation aux spécificités de l'établissement et des disciplines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première phase, c'était, on a proposé une checklist relativement gravée dans le marbre, proposée à tout le monde, qui devait être faite tout le temps et selon le mode opératoire défini. On pense que on ne revient pas sur cette première phase qui était indispensable, puisque c'était la promotion d'un tel programme est indiscutable. Un tiers d'amélioration de complications, je dirais même non négociable. Mais ce que l'on pense dans cette deuxième phase, c'est que la façon d'y parvenir doit être concertée et conduite par les acteurs qui vont se charger de changer les pratiques. Donc c'est les collègues eux-mêmes dans les établissements qui vont devoir co-créer les détails du comment. Donc c'est ce que j'ai appelé la lettre et l'esprit de la checklist. On va donc passer à une phase où, après avoir respecté la lettre, avec le succès relatif que l'on connaît et les réflexions et les retours de terrain que l'on a eus, qui étaient tout à fait justifiés dans la plupart des cas, on passe à une phase visant un petit peu de privilégier l'esprit de la checklist.
Donc les propositions que je vais vous passer très rapidement et qui sont à disposition sur le site de l'HAS depuis 10 heures ce matin ne sont pas des actions que l'on propose pour faire changer les professionnels, mais c'est un soutien qui leur est apporté pour qu'eux-mêmes conduisent le changement en fonction de leur historique, de leur maturité et de leur spécificité. Alors très rapidement, il y aura de tout pour améliorer le bon usage de la checklist, de la communication, des documents, selon le principe du picking, c'est-à-dire il y aura plein de documents, vous prendrez ce que vous voudrez, vous les chargerez, vous les modifierez, vous les adapterez, vous trouverez forcément chaussures à votre pied dans cette boîte à outils. On utilisera le Web 2.0, la preuve en est ce matin où on est suivi, je crois, par 350 personnes qui nous posent des questions. Et voilà, et il y aura quelques programmes un peu novateurs qu'on va vous proposer, c'est Philippe Chevalier qui vous en parlera juste après. Ce sera valorisé, bien sûr, dans la certification, ça sera valorisé dans l'accréditation. Il y aura un document, 4 pages, pas très long pour les professionnels, un mode d'emploi ultra simple pour ceux qui voudraient avoir des informations complémentaires avec des infobulles. Il y aura une checklist en 5 points clés pour ceux qui n'auraient pas envie de lire le 4 pages. Il y aura un document pour les patients, parce qu'il ne faut pas les oublier, les patients, parce que ça peut être anxiogène quand on vous demande 3 fois au bloc votre nom et de quoi vous allez être opéré. Il y aura enfin le document dont Vincent Piriou vous a parlé, le document d'évaluation, parce que finalement on dit au CME, occupez-vous de remettre en œuvre la checklist dans vos blocs, mais bien la plupart du temps, ils ne savent pas vraiment comment elle est faite. Donc il fallait leur proposer un support, il y a 4 niveaux, il y a tout un tas de grilles, tout ce que vous voulez y est, choisissez les éléments qui vous intéressent. On met à votre disposition également, après être stimulé par les hôpitaux civils de Lyon, un outil, une grille qui permettra de faire des analyses automatisées, montrant avec différentes présentations fournies clairement. Il suffit de rentrer les éléments dans la grille. Bien sûr, il faut rentrer les éléments dans la grille, mais vous aurez des radars, des histogrammes, des statistiques pondérées. Voilà, et je vais très vite pour laisser la place à l'intervention suivante et surtout à la discussion avec vous, et avec Twitter, on y répondra. On utilisera également, autant que faire se peut, les éléments du Web 2.0, parce qu'une grande partie de la cible, ne l'oublions pas, sont aussi les jeunes en formation qui sont peut-être plus habiles encore que nous ne le sommes avec ces nouvelles techniques. Voilà, donc je laisse la place de suite à Philippe Chevalier, qui va parler d'un programme que la HAS va proposer à quelques établissements volontaires. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc dans la continuité de cette réflexion sur le redéploiement de la checklist, je vais vous parler de nouvelles approches en termes de déploiement autour d'un sujet qui va s'éloigner un tout petit peu de la checklist et qui va embrasser de façon plus grande la notion de culture et la notion d'équipe. Alors, j'irai assez vite, puisque un certain nombre de choses ont déjà été dites. La HAS promeut avec succès la checklist des blocs opératoires depuis 2010. Et puis, Philippe Cabarrot vient de vous le montrer, elle met à disposition des acteurs pour favoriser son implémentation, toutes les connaissances nécessaires pour la comprendre, donc un savoir, et puis également un savoir-faire, c'est-à-dire un certain nombre d'explications concernant les aptitudes pour l'utiliser avec efficacité. Les différents intervenants vous ont parlé de l'excellente diffusion de cette checklist, mais en même temps de freins à son utilisation. Nous-mêmes, nous avons fait auprès des chirurgiens engagés dans l'accréditation une étude, une enquête, et il ressort exactement les mêmes sujets. La checklist est perçue parfois comme inutile, comme une tâche supplémentaire dans le travail quotidien des professionnels, comme une limitation de l'autonomie de ces professionnels. Et puis, comme cette checklist demande à être théâtralisée, elle fait apparaître des difficultés de communication et des perceptions du rôle au sein de l'équipe difficiles. Donc nous sommes clairement face à des freins, des blocages qui sont culturels, qui appellent à la vision qu'ont chacun d'entre nous en tant que professionnel au bloc opératoire et au sein de l'équipe. Et c'est le genre de sujets qui ont été déjà connus dans le monde de l'aviation.
Une génération précédente, l'aviation, qui nous a fourni la checklist, a également connu ce genre de difficultés. D'abord en faisant le constat que 70 à 80% des accidents d'avion mettaient en œuvre une performance faible du travail en équipe. Et puis un deuxième constat, c'est que là aussi, l'implémentation d'outils d'organisation, de standardisation, crée là aussi de la résistance. Et donc cette industrie, qui aujourd'hui a atteint un haut niveau de sécurité, a mis en place des programmes spécifiques d'entraînement au travail en équipe, qui sont appelés Crew Resource Management, et qui avaient comme objectif d'optimiser la performance du travail de l'équipe en réduisant les effets néfastes des facteurs humains. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre à un pilote à mieux piloter, ni à un navigateur à mieux lire les cartes, mais de travailler autour de compétences non techniques et qui concernent le fonctionnement de l'équipage dans la conduite d'un processus complexe. Et donc les thèmes de ce type de formation, c'est la communication, la prise de conscience des situations à risque, la résolution de problèmes, la prise de décision, le leadership. Et c'est un sujet qui également pourrait être translaté dans le monde de l'hôpital, dans le monde de la santé. Nous avons réalisé une analyse des 9000 événements déclarés dans la base de retour d'expérience de l'accréditation des médecins. Selon une catégorie qui est une catégorie de la grille alarme, et donc qui classe en fait toutes les causes selon 7 grandes catégories, les causes liées à l'institution, à l'organisation, à l'environnement de travail, à l'équipe, au contexte individuel, aux tâches à accomplir et aux patients. Et là, on s'aperçoit que dans ces 9000 événements déclarés, pour 25%, les phénomènes liés à l'équipe, les causes profondes liées à l'équipe apparaissent prédominantes. Et si on analyse plus finement ces causes liées à l'équipe, autour d'un certain nombre d'items, on s'aperçoit que pour 34%, des problématiques de communication entre professionnels vont être à l'origine d'un certain nombre d'événements indésirables. Donc là encore, comme dans l'aviation, dans le monde de la santé, nous avons une génération d'événements qui touchent les mêmes principes, qui sont les principes de fonctionnement en équipe. Alors ce Crew Resource Management, ou Medical Team Training, s'est développé progressivement à l'hôpital, en 1994 en Suisse, aux hôpitaux universitaires de Bâle, et puis progressivement dans différents pays et dans différents secteurs d'activité. Par exemple en 2008 en obstétrique, et puis une des dernières études publiées concerne les hôpitaux des vétérans en 2010, montrant des résultats tout à fait intéressants en termes de réduction de la mortalité. Toutes ces études développées dans le monde de la santé montrent des résultats positifs de ce type de formation dans le fonctionnement de l'équipe, en améliorant la communication, la collégialité des membres de l'équipe. On augmente le sentiment de satisfaction et le climat de sécurité au sein de l'équipe. On diminue le stress, donc le turnover. On améliore d'une façon globale la performance de l'équipe et le rendement accru du bloc opératoire. Et puis, ce qui est la finalité, on améliore pour le patient la sécurité et on diminue les événements indésirables et la mortalité. Donc un programme de formation tout à fait intéressant et un phénomène d'équipe qui serait bon de prendre en considération. Alors, ce qu'il serait bon peut-être en termes de conclusion et de points clés que je vous inviterai à peut-être emporter avec vous, c'est de placer la culture dans une réflexion à chaque fois que vous développez une stratégie en termes de sécurité. Chaque fois que vous voulez développer une méthode ou des outils visant à améliorer la sécurité, pensez en 3 dimensions, c'est-à-dire en termes de connaissances. Quelles sont les connaissances nécessaires pour que l'action que je vais mener soit comprise? Quelles sont les aptitudes nécessaires pour que ces actions soient réalisées avec efficacité? Et par exemple, l'entraînement est un bon exemple. Et puis, pensez également valeurs, c'est-à-dire culture, associée à la mise en place de ces outils. Et peut-être que c'est des exemples comme les RMM ou comme la mise en place des systèmes de signalement des événements indésirables
qui peuvent vous évoquer l'importance du sujet de la culture quand on essaie de les mettre en place dans les hôpitaux. Et puis deuxième point clé en termes de conclusion, c'est la notion d'équipe. La complexité des processus aujourd'hui dans les hôpitaux fait que la performance en santé n'est plus une performance individuelle, mais une performance collective, qui donc amène à s'interroger sur l'équipe. Et donc il y a lieu là aussi dans les stratégies d'implémentation de la sécurité, dans les stratégies managériales des établissements de santé, de s'interroger sur la place et l'importance de l'équipe ou des secteurs d'activité pour une meilleure efficacité de ces dispositifs. Donc ce sont des choses qui sont aujourd'hui promues par la certification, mais qui prendront demain certainement encore de plus en plus d'importance. Et donc à ce titre, ce type de formation, de Medical Team Training, est certainement un des moyens qui vont permettre d'améliorer la qualité du travail, la performance des équipes de soins, et puis peut-être d'implémenter un peu mieux et de faire mieux vivre la checklist dans les blocs opératoires. Je vous remercie. Merci. Merci Philippe Chevalier. Si tu veux bien nous rejoindre autour de la table, on va remettre de la lumière. Quelques questions pour terminer cette session. On a encore quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des micros? Je ne sais pas où est le micro. Vous avez une question ici, et puis des questions au fond. Donc Charles Harich, Nîmes. Donc bien sûr, j'adhère comme vous au concept d'équipe. Cela étant, en analysant des événements indésirables, on a souvent des effets pervers de l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une seule personne qui prend en charge une action, mais il y a une personne qui l'aide et qui induit de la complexité et des erreurs. Moi, par exemple, ce que je redoute particulièrement, c'est quand les équipes se chevauchent, où une équipe a commencé quelque chose, l'autre équipe arrive et aide la première équipe. Et là, nous, on a trouvé que c'était un facteur de risque souvent. Donc l'équipe, c'est sûr, mais il va falloir bien organiser l'affaire, à mon avis. Merci pour cette remarque. Oui, Marie-Laure Pibarot. Marie-Laure Pibarot, à PHP. Moi, j'avais une question pour Philippe Cabarrot. Finalement, tu nous as dit que la HAS était prête à donner des espaces de liberté pour mettre en œuvre la checklist. Et j'aimerais bien que tu nous précises un petit peu ce que l'on va pouvoir avoir comme espace de liberté. J'en profite pour vous dire qu'on avait posé quelques questions au professeur Ab pour éventuellement répondre. Malheureusement, on n'a pas le temps de les passer, mais vous les trouverez sur le site de la HAS et je vous engage à y aller. Elles répondent à beaucoup de questions qui ont été posées et c'est intéressant parce que c'est la réponse d'un professionnel. Voilà. Pour la réponse à la question de Marie-Laure Pibarot, effectivement, donc clairement, et je le dis devant tout le monde, vous pourrez adapter la checklist à vos spécificités en respectant bien sûr les éléments essentiels, mais pour répondre à cette critique qui a souvent été faite à la checklist, oui, vous nous faites faire quelque chose, mais on le faisait ailleurs, ou ça ne correspond pas à notre pratique, ou ceci, tout un tas de remarques qui se défendent parfaitement. Donc, dans le cadre de la gouvernance d'établissement, et avec la responsabilité des gens en charge, adaptez-la pour mieux l'adopter. Un petit exemple, j'ai sous les yeux une checklist en obstétrique, où bien évidemment, pour les césariennes, l'erreur de côté est pas forcément le sujet numéro 1, mais par contre, se poser la question du prélèvement du sang du cordon, se poser la question de l'électrode du scalp, ou se poser la question d'avoir prévenu le pédiatre si nécessaire, sont beaucoup plus importantes. C'est ce que j'entends par adapter la checklist. Je pense que les obstétriciens se retrouveront mieux dans cette checklist, qui par ailleurs respecte les impératifs, que dans l'outil standard de la HAS. Je profite pour rebondir parce qu'évidemment le terme de l'adaptation est vécu par les professionnels comme une nécessité et ils ont raison et c'est exactement pareil dans l'aviation. On n'importe pas des concepts qui n'ont aucune adaptabilité dans l'aviation suivant l'appareil. On n'a pas la même checklist et on a un certain nombre d'adaptations qui sont locales, y compris dans chaque compagnie. Par contre, quand on a décidé l'adaptation, on n'en change pas tous les jours et on n'en change pas d'un opérateur à l'autre dans les mêmes conditions. Donc c'est une adaptation, mais c'est une adaptation qui doit à un moment aussi donner lieu à une certaine convergence locale.
On va laisser parler, je crois qu'il y a une question au fond. Est-ce qu'on peut remonter les micros au fond, sur la rangée centrale, face à moi? J'ai le micro. Vous avez deux personnes qui demandent la parole. Ah oui, il y a une personne qui a le micro déjà. Parce que j'ai le micro en main, je vais être très rapide. Il a été évoqué dans d'autres rencontres ou d'autres réunions, la possibilité d'utiliser le système d'accréditation des médecins, de le rendre plus obligatoire pour que ça soit aussi un levier, puisque vous nous avez présenté, et c'est fort intéressant, les leviers managériaux, généraux, mais l'exercice médical est parfois encore un exercice individuel. Quand bien même l'interdépendance est reconnue par tous, chacun se voit comme primant sur les autres membres du corps éventuellement qui intervient au bloc opératoire. Est-ce qu'on peut avoir en visibilité des leviers individuels qui pourront nous servir pour, j'allais dire, traquer jusque dans les confins du bloc opératoire les derniers récalcitrants? Aujourd'hui, d'abord, il y a un décret, il y a un environnement qui est réglementaire autour de l'accréditation. Donc, il n'est pas prévu de le rendre obligatoire, mais la bonne réponse, c'est sûrement le futur et les évolutions de ce système vers une accréditation d'équipe ou vers des domaines dans lesquels il y aura sûrement des convergences avec la certification. Et on est là sur des réflexions qui sont sûrement pour quelques années devant, mais qui avancent actuellement assez vite avec à la fois les partenaires qui sont engagés dans l'accréditation et les partenaires qui sont engagés dans la certification. Bonjour, excusez-moi, je suis sur le côté. Oui. Christelle Galvez, je suis directrice des soins et fondatrice d'un centre d'entraînement justement aux facteurs humains et au CRM. Je voulais savoir, est-ce qu'il est prévu de la place pour les initiatives du terrain, justement pour vous aider, vous, membres de l'HAS qui avez travaillé sur ce sujet, pour proposer aussi nos services sur le terrain, d'entraîner les équipes, mais pas que les équipes infirmières, puisque ça, on a compris qu'on avait accès par les plans de formation aux infirmiers, aux brancardiers, aux chefs de bloc, mais aussi aux médecins, et comment travailler justement sur ce crew resource management avec les médecins, avec les brancardiers, avec les infirmières, et faire du réel entraînement. Oui, effectivement, alors l'HS n'a pas vocation à directement donner de la formation sur le terrain hospitalier et auprès des professionnels. Et donc effectivement, le recours auprès de différentes instances ou de différentes commissions ou de différentes sociétés pouvant prendre en charge des programmes de formation, effectivement, sera tout à fait intéressant. L'HS s'intéressant plus à la méthode et au contenu d'un programme innovant et ensuite le rendant public et auprès des différents partenaires. Pour aller plus loin, il est clair que si la HAS fait quelque chose, ce sera un terme de prototype pour accélérer le mouvement, mais que ça ne sera pas en dehors de tous les gens qui sont sur le terrain et qui ont déjà fait des choses ou qui peuvent participer à l'élaboration du futur et du déploiement de ces outils. Je crois qu'on va prendre une dernière question, on arrête, parce que malheureusement on est embuté et qu'on a été parti avec un petit peu de retard. Là on est juste à l'heure. Donc une dernière question, je suis désolé. Oui, bonjour, je suis chirurgien au CHU d'Amiens. Je me demande si pour revenir à titre, disons, de l'acculturation, de la checklist, il ne faudrait pas revenir sur le parcours de soins du patient. Et c'est ce qui a manqué, je pense, pour la compréhension des chirurgiens par rapport à l'apport de la checklist. Autrement dit, scinder, puis rendre le continuum par la suite, la consultation du chirurgien, la CPA, la programmation, et dire dans chacun de ces points où se trouve la qualité et la sécurité des soins qu'il faut baliser. Et terminer par la checklist, autrement dit, démontrer la différenciation de la checklist par rapport aux autres étapes. Et c'est ça qui, à mon avis, était insuffisant au départ.
Alors, vous avez tout à fait raison, hein. C'est-à-dire qu'actuellement on est en train de sécuriser au maximum le bloc opératoire, hein. Et nous on l'a bien vu dans notre institution, hein. On a réformé complètement le fonctionnement de nos blocs opératoires et puis on s'est rendu compte qu'on a déplacé le risque, hein, puisque maintenant les risques se situent dans les services de chirurgie, notamment là où sortent les patients du bloc opératoire. Alors après il faut bien commencer par quelque chose. Je crois que c'était licite effectivement de commencer par le bloc opératoire, de sécuriser au maximum le bloc opératoire, de mettre en place une checklist au bloc opératoire, mais vous avez probablement vu l'étude du New England Journal, la dernière qu'ils ont montrée, où en fait il y a une checklist qui concerne tout le parcours du patient, de son entrée, l'étude sur passe, de son entrée à l'hôpital jusqu'à la sortie de l'hôpital. Et c'est probablement vers ça qu'il faut aller. Je dirais la checklist du bloc opératoire est une des étapes dans le cadre de la sécurisation du parcours patient. Eh bien, je crois que c'est une très belle parole pour clôturer cette session et je remercie tout le monde, même si je fais quelques frustrés qui auraient voulu continuer à parler. On essaiera d'échanger après. Merci.